Depuis 2014, le Parc naturel régional du Verdon co-anime une démarche avec la Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence, la Société du Canal de Provence et la chaire Agro6, dans le but d'accompagner les agriculteurs et agricultrices du plateau de Valensole dans leur transition agroécologique. Dans ce projet, le parc a suivi des expérimentations et leurs effets en analysant l'évolution d'une 50aine de parcelles de lavandin. Il a organisé des réflexions et des formations autour de la fertilité des sols. C'est à la suite de cette démarche que plusieurs agriculteurs ont souhaité se rassembler pour aller plus loin en créant le GI2E Essensol. Alors le GI2E Essensol, c'est donc un groupement d'intérêt économique environnemental que nous avons créé en 2020 à la suite d'une très bonne dynamique lancée sur le territoire par le projet Roguin pour discuter des thématiques d'amélioration de la qualité de nos sols et de leur fertilité. Ce groupement est constitué de 7 exploitations sur le plateau de Valensole et nous cultivons majoritairement des plantes à parfum et des céréales. Notre GI2E s'appelle le GI2E Essensol et notre devise « Un sol pour tous, tous pour un sol ». Et nous travaillons donc sur 3 thématiques inspirées des pratiques de l'agriculture de conservation des sols qui visent à remettre la matière organique au centre de la réflexion pour améliorer la qualité et la fertilité de nos sols. Donc ces 3 thématiques sont la première, les couverts végétaux en enterrant du lavandin, comment les développer, quels sont le rapport bénéfice-risque, etc. Deuxième axe, donc la restitution de nos résidus de culture qu'on appelle ici paille de lavandin, puisque le lavandin est majoritaire et autres pailles. Comment et quand les restituer pour, toujours pareil, améliorer la qualité de nos sols. Et enfin, le troisième axe, mais pas des moindres, allongement et diversification de nos rotations, donc afin, toujours pareil, de s'inscrire dans un axe plus agroécologique et aussi améliorer, toujours pareil, nos sols. Le premier axe de couverts végétaux en lavandin est celui presque le plus travaillé, puisque c'est l'axe où il y a le plus d'enjeux, du fait qu'il y a un risque quand même de concurrence avec la culture, c'est la principale crainte de nos producteurs. D'un point de vue technique, la gestion du couvert s'axe sur différents points mais majeurs. Donc le premier, c'est semer pas trop large en enterrant du lavandin, environ 1/3 de la largeur. Le second axe très important, c'est quelles espèces, quel mélange d'espèces dans l'idéal. Donc là-dessus, on travaille sur des mélanges assez simples ou plus diversifiés, comme par exemple le mélange du fond, afin d'avoir des espèces enrôlées tout au long de l'hiver. Et enfin, on a un gros axe de travail sur la destruction, quand et comment détruire. Donc là, pour l'instant, on est parti évidemment sur une destruction 100% mécanique, en ne rajoutant pas d'intrants. Et du coup, là, on est plutôt parti sur un broyage suivi d'un binage mécanique, mais d'autres options sont possibles, comme le roulage, par exemple. Donc, ce sont des pistes encore à creuser, mais pour l'instant, la technique semble a priori bien rodée et d'autres pistes restent à creuser, oui. Les premiers résultats que nous observons sont pour l'instant au moins un maintien du rendement en présence de couverts. Donc c'est à confirmer avec des mesures à venir, mais donc en fait, je pense que le pari pour l'instant est réussi puisqu'on arrive à maximiser la production de biomasse en enterrant, restituer de la matière organique au sol sans concurrencer la culture. Dans le couvert végétal du fond, donc, on a 3 familles d'espèces, donc des crucifères, des légumineuses et des graminées. Donc en graminées, on a le seigle, en crucifère, on a la moutarde et le radis fourragé. Et en légumineuse, on a le pois d'hiver et de printemps, la févrole et l'herse. L'avantage d'avoir plusieurs espèces au sein du couvert, c'est que vu la diversité de sols qu'on a sur le plateau de Valensole, le couvert s'adapte un peu à tous les types de sols et permet en fait de faire un seul couvert pour tous les agriculteurs. On a fait des mélanges maison, nous, en dehors des semences qui nous étaient offertes par le fonds, pour arriver à trouver les espèces qui se débrouillent le mieux dans nos conditions, on va dire. Il y a du pois fourragé de printemps. Ça, on l'avait déjà essayé l'année dernière et ça avait super bien marché. Donc c'est une légumineuse de printemps mais qui va faire beaucoup de biomasse à l'automne, qui se tient relativement facilement bien debout, qui ne verse pas trop. Il y avait du trèfle d'Alexandrie, de la veste de printemps, de l'avoine rude
de l'avoine brésilienne, du radis fourragé et du radis asiatique. L'avoine, pour l'effet un petit peu bouche-trou, ça remplit le couvert, ça rajoute une espèce, une famille supplémentaire dans le couvert. Elle se détruit facilement. Oui, elle se détruit beaucoup plus facilement que le seigle. Les légumineuses, c'est un peu des plantes pionnières, donc nous on en manque dans les rotations, donc c'est quelque chose pour nous qui est très important. Autant pour l'effet concurrence et couverture du sol rapide, et pour l'effet structuration. Le radis fourragé qui est bien pour l'effet tuteur. Le radis asiatique qui nous fait des beaux radis assez longs et assez costauds. Et le pois fourragé qui fait énormément de biomasse pour une légumineuse. Et donc les deux couverts, on fait à peu près 2,4 tonnes de matière sèche à l'hectare. On n'a pas extrapolé ça sur toute la superficie du champ parce qu'on sème que des bandes de 60. Donc il faudrait en gros le multiplier par 3 si on avait semé un couvert dans tout le champ. Donc ça nous ferait du 7,5 tonnes à peu près de matière sèche à l'hectare, ce qui est pas mal. On a la bineuse équipée d'une trémie de limbe. Et la trémie, elle a plusieurs tuyaux de répartition pour semer chaque interrang. Donc on a 4 tuyaux par interrang. Et ça permet, même si c'est entre guillemets du semis à la volée, on arrive quand même à canaliser le semis et à garder une largeur voilà, entre 40 et 60 cm au niveau du semis du couvert, quoi. La bineuse qu'on a, les graines sont positionnées entre le travail des dents et juste avant le recouvrement par le peigne. Donc elles sont déposées entre les dents et le peigne fait le travail de recouvrement des graines. Derrière la bineuse, on a rajouté quelque chose qu'on a fait nous avec des descentes qui arrivent du semoir et qui viennent se fixer sur une dent. Et donc l'élément tient l'interrang, sème 60 cm, donc 4 descentes. Donc on a 4 dents avec un tuyau sur chaque dent et on règle la profondeur de chaque élément de semis dans chaque interrang pour arriver à positionner la graine au mieux. Et après il y a un élément derrière, une barre qui vient niveler. Refermer le sillon correctement. Voilà. Au travers des différentes journées qu'on a eues avec le GI2E, au mieux la graine est, au plus elle est au profond, au mieux ensuite on a le résultat escompté. Et enfin, donc une des étapes primordiales étant la destruction du couvert, à quel moment optimal le détruire. Donc en fait, c'est vrai que par sécurité, on pourrait envisager une destruction dès le mois de février par broyage-binage, qui peut se faire en plus en même temps pour optimiser le nombre de passages avec un broyeur frontal et un outil de binage à l'arrière du tracteur. Donc là, on est sur une stratégie vraiment de zéro risque, on va dire, pour optimiser le développement du lavandin. On se rend compte qu'on peut aller de plus en plus vers des destructions plus tardives. Par exemple par un premier broyage toujours au mois de février, mais on laisse les espèces, le couvert en place et on laisse des espèces relais un peu plus tardives se développer jusqu'à fin mars, où vraiment nous ici sur le plateau de Valençol on a un démarrage végétatif du lavandin qui intervient aux alentours de fin mars, donc on peut garder un couvert en place jusqu'à fin mars, puis le détruire par un simple binage associé à un broyage éventuellement en cas de fort développement de biomasse. Là le couvert il a été implanté au mois de septembre. Et après, on a passé le broyeur début janvier, autour du 10 janvier. Et là, depuis, le couvert, il est reparti. Là, on vient de mettre un coup de bineuse entre le couvert et les plants de lavande pour un peu canaliser et réduire la largeur du couvert. Et ensuite, suivant l'évolution, soit on fera une destruction chimique, soit on fera une destruction avec le broyeur. Le plus tard possible, quoi. Voilà. Et s'il faut, on remettra aussi on reviendra avec une intervention par la bineuse si les rangs de lavande sont sales, quoi. Le couvert me permet d'économiser un binage et quand je fais mes binages normaux, je bine que sur le rang en fait. J'ai une bineuse adaptée pour laisser le couvert interrang et biner vraiment que le rang de lavande.
Alors concernant le broyeur, c'est un broyeur interrang, mais il fait 2 interrangs. Ça nous permet d'enjamber une raie de lavande et de broyer 2 interrangs. Un avantage du couvert, c'est surtout en augmentant la matière organique dans le sol grâce à la matière sèche produite. J'ai l'impression que les lavandes restent plus fraîches pendant l'été, un peu plus longtemps. Et avec les périodes sèches qu'on traverse en ce moment, c'est pas négligeable quoi, pour limiter le stress hydrique des lavandes. Alors la destruction, réalisée avec le broyeur, permet quand même un hachage fin. Et ça fait un beau mulch qui permet aussi également de garder l'humidité. On le voit, ça reste très frais, comparé on va dire sur le rang de lavandin, où c'est que la terre est quand même plus sèche. Là il y a directement l'humidité sous le couvert, sous le mulch. Donc là sur cette parcelle, de par le passé, on a eu plusieurs orages qui nous ont pas mal raviné le terrain. Donc c'est vrai que c'est une problématique qu'on prend en compte sur toutes les parcelles qui sont en pente. Donc c'est vrai que là, l'avantage d'avoir un couvert, notamment avec des graminées, c'est que la graminée, même une fois morte ou détruite, elle garde ses racines dans le sol et ça nous apporte une stabilité, une bonne stabilité du sol. Après on sait que les couverts quand même ils vont nous apporter autre chose que la matière organique, tous les exudats racinaires, les mycorhizes, la vie du sol. Bon, on a des petits espoirs en ce qui concerne les ravageurs. Si on arrive à créer un peu un milieu propice à une diversité pour arriver à combattre un peu les ravageurs qu'il peut y avoir. Mais bon, ce qui est encore, on revient au fait de pousser le couvert plus tard parce que les ravageurs, ils ne sont pas maintenant. Au niveau concurrence par rapport aux adventices, c'est une parcelle qui n'a jamais été désherbée, qui n'a jamais été binée. Il y a eu uniquement un coup de hercétrie juste après le semis. Coup de hercétrie sur le rang de lavandin pour ne pas détruire le couvert. Et c'est vrai que pour une parcelle qui n'a jamais été désherbée, ça reste relativement propre. Ça permet de concurrencer les adventices sur le rang de lavandin. Peaufiner les espèces qui vont consommer moins d'eau selon les périodes, voilà, ça c'est des choses à expérimenter encore. Mais bon, on n'est pas parti pour l'instant pour laisser des couverts jusqu'au mois de juin, mais on essaye de pousser petit à petit un peu plus loin, quoi. Oh, faut jamais dire jamais. Voilà. Pour les perspectives de développement, évidemment, ces pratiques-là nous semblent donc très pertinentes et à mettre en place, à généraliser au moins jusqu'à la 5e ou 6e année de la durée de vie de la plantation. Au-delà, c'est plus dur à gérer d'un point de vue mécanique. Mais du moment qu'on a les bons outils et avec les connaissances qu'on est en train d'acquérir aujourd'hui sur la mise en place de ces couverts temporaires, j'entends, il n'y a aucun souci, aucun verrou majeur qui pourrait entraver le développement de ces pratiques, qui sont vraiment vertueuses pour le sol et donc à long terme pour la culture. Et effectivement, au sein du GI2E, du moins, ces pratiques-là ont vraiment été largement adoptées et sont vraiment plébiscitées. Et la dynamique de groupe nous a aussi permis d'avancer plus vite et plus loin dans ce sens-là. Donc on est vraiment très satisfait des résultats. Et enfin, pour ouvrir un peu le champ des possibles, je dirais que maintenant, il faudrait qu'on s'attelle peut-être aux couverts plus permanents, choses qui sont déjà pratiquées dans d'autres régions ou par d'autres agriculteurs pionniers. Et je pense qu'une des voies d'amélioration aussi et de recherche qu'on pourrait aborder maintenant, c'est d'aller vers des couverts plus permanents. Maintenant que les couverts temporaires, on va dire, sont des pratiques qu'on sait bénéfiques et dont les bénéfices sont plus à démontrer, quoi.